Bienvenue à un autre épisode de The Divorce and Separation Coach podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très sensible mais extrêmement intéressant, la question des violences conjugales en expatriation. Donc, on sait tous, les violences conjugales, c'est une expérience traumatisante pour les victimes, mais imaginez quand vous n'êtes même pas chez vous, vous parlez pas forcément la langue, vous ne connaissez pas les autorités locales, vous savez pas comment le système de justice marche sur place, c'est d'autant plus difficile. Donc, pour parler de ce thème, j'ai invité Sandrine Caloun, qui est juriste spécialisée en droit pénal et en droit des victimes depuis plus de 15 ans. Sandrine s'intéresse à la spécificité des violences dans les couples et les familles françaises qui résident hors de France. Elle a elle-même vécu en expatriation pendant de nombreuses années, aux États-Unis notamment. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est impliquée dans le projet Save You en tant que juriste pour justement soutenir les familles qui ont besoin de ce genre de soutien. Sandrine, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'aimerais beaucoup comprendre euh, quel type de soutien l'application Save You propose et à quels besoins elle répond. Alors, SaveYou, donc déjà, c'est une plateforme accessible partout dans le monde et gratuitement, spécifiquement pour les familles, donc hommes et femmes, françaises, installées donc partout dans le monde. Donc, je peux parler globalement en disant en expatriation, mais je m'entends. Quand je dis en expatriation, c'est vraiment au sens large, Mhm. voilà, pas forcément avec un contrat d'expat, mais c'est vraiment les Français de l'étranger. SaveYou, c'est une application, donc c'est une action de The Sorority Foundation, qui est une application et une communauté d'entraide pour femmes et minorités de genre. Aujourd'hui, on en est à 111 000 profils validés, donc inscrits et validés. Et donc moi, c'est vrai que j'interviens spécifiquement dans cette deuxième action qui est l'action Save You, donc vraiment pour les Français et Françaises de l'étranger. Euh, à quelle problématique on répond? Donc, on intervient, on propose un soutien vraiment pour les personnes qui nous contactent. Ouais, Nous sommes une vingtaine d'écoutantes d'accord. réparties partout dans le monde. Euh, Écoutantes qui sont toutes formées à écoute active. Mais ensuite, les bénévoles écoutantes peuvent être d'origine psychologue, travailleur social, dans le monde de la médecine, dans le monde du juridique, voilà un petit peu tous les parcours qu'on peut retrouver, mais tout avec cette envie et ce besoin de s'impliquer pour aider et pour lutter contre les violences conjugales. En termes pratiques, quand quelqu'un est en situation d'exploitation, donc ils ne sont pas chez eux, disons, pas dans leur pays d'origine, et qu'ils ont besoin de ce type de soutien, quel service est-ce que vous leur proposez? Pour nous saisir, ils envoient soit un mail sur l'adresse mail de SaveYou, soit via le formulaire sur le site internet. À partir du moment où on reçoit cette demande, on vérifie d'abord que ça correspond bien au profil de personnes que l'on peut aider, donc ce qui est bien de violence conjugale. Et ensuite, donc, on va répondre, on va vérifier donc, que ça correspond bien à ce qu'on peut aider et ce qu'on propose donc, en fonction de là où se trouve la personne. On va orienter, on va attribuer entre guillemets une bénévole pour que cette personne, la victime, ait toujours un ou une intervenante, interlocuteur en tout cas unique, pour pas avoir besoin Alors, de répéter 10 000 fois les choses non plus. donc, ils ont accès illimité à cette personne à chaque fois qu'ils ont un problème, une question, comment ça se passe? Alors, on ouvre un groupe WhatsApp. Donc, la condition, c'est que D'accord. cette personne ait WhatsApp. On ouvre un groupe WhatsApp. Comme ça, elles peuvent échanger. Donc, c'est moi qui ouvre le groupe WhatsApp entre donc Priscilla Rotétrière, pardon, c'est vrai que je n'ai même pas présenté. Priscilla Rotétrière, qui est donc la fondatrice de The Sorority Foundation et la fondatrice donc, de Save You. Donc, c'est elle qui répond au premier mail tout le temps, qui vérifie que tout corresponde bien. Donc, c'est elle qui répond au premier mail et ensuite, je suis en doublon sur tous les mails. Euh, donc, j'ouvre une discussion WhatsApp entre Priscilla, tout le temps, qui supervise tout ça, moi, comme ça, je peux Ouais. un peu coordonner aussi tout ce qui se passe entre tout ce qui se dit, voir quels sont les besoins, les demandes, l'écoutante et la victime. Donc, à tout moment, la personne qui nous a saisi peut envoyer sur le groupe WhatsApp, voilà, dire que ça va ou que ça va pas, ou qu'elle a des demandes spécifiques, etc. Et en fonction, soit l'écoutante lui répond directement par texto, ou moi, je réponds directement par texto, ou on peut appeler, on convient d'un créneau horaire et on s'appelle. Et on fait le point comme ça. Et après, en fonction de ces demandes, on peut réorienter vers des professionnels, donc de notre réseau directement via le réseau The Sorority. On prévient les victimes qu'il vaut mieux qu'elles préviennent aussi leur consulat, leur ambassade. On essaie de voir si elles ont des besoins spécifiques euh, pour aller rencontrer des avocats, des psychologues.
Voilà, tout ce genre de professionnels qu'elles peuvent rencontrer. Et puis, si jamais, vraiment, en cas d'extrême urgence et voilà, de danger immédiat, de besoin de, je sais pas, peut-être de rapatriement en urgence, quelque chose comme ça, nous aussi, on a un process en interne avec le MEAE, le ministère des Affaires étrangères européennes. Donc ça, c'est aussi Priscilla qui s'en occupe, Priscilla Rotetrier qui s'en occupe pour faire remonter les informations directement avec l'accord de la personne pour que ensuite le MEAE puisse faire redescendre les informations via les consulats. Voilà. Donc, c'est un très bon premier point de contact pour après, justement, obtenir les informations nécessaires pour savoir quelle démarche suivre. Mais il y a également le soutien psychologique pendant la crise elle-même. Exactement, voilà. Super. Sachant qu'on a aussi, donc on vous dit, on a un bénévole, un psychologue, veut dire, qui travaille avec nous. Et on est aussi partenaire avec l'application Feel Better de Satanka Sanson, qui pareil est une plateforme de psychologues répartis partout dans le monde aussi, et, qui appliquent des tarifs sécurité sociale française. Donc ça peut être aussi très intéressant pour les Français de l'étranger. Voilà. Absolument. Et donc, du coup, dans votre expérience, puisque ça fait un nombre d'années que vous faites ça, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants qui exacerbent ou qui déclenchent même des fois les violences conjugales pendant l'expatriation? Alors, qui déclenche? Je ne suis pas certaine que l'expatriation déclenche les violences conjugales. Je pense vraiment, alors avec l'expérience et puis avec tout ce qu'on entend et puis en connaissant, j'ai fait aussi ça avant de partir vraiment en expatriation. Je pense vraiment que les violences conjugales, c'est déjà sous-jacente à l'expatriation, voire même c'est déjà présente. Quand on arrive au début en expatriation, quand on arrive, tout est beau, tout est rose, on est un peu dans cette lune de miel de l'expatriation, mais aussi la phase de lune de miel qu'il peut y avoir dans un cycle des violences conjugales. Donc peut-être qu'au début, ça va être à peu près bien, ça va à peu près bien se passer, mais ensuite très très vite, tous les schémas vont se remettre en place, tous les mécanismes que l'auteur peut mettre en place pour exercer l'emprise, le contrôle coercitif, tout ça, ça va très vite se remettre en place. Et quand on est en expatriation, ben, comme tu disais très bien, tout est exacerbé. Exacerbé parce que les violences conjugales, on le sait, hein, c'est évidemment pas que les violences physiques. Euh, on parle de plus en plus de violences conjugales et du coup, les auteurs aussi savent très bien que maintenant, c'est beaucoup moins bien. Enfin, on sait bien que ça ne se fait pas. Donc, eux-mêmes ne veulent surtout pas que leurs collègues de travail, leur entourage, etc., puissent se douter qu'ils sont auteurs de violences conjugales. Donc, ils vont mettre en place des mécanismes presque beaucoup plus insidieux et beaucoup plus sournois et beaucoup plus compliqués pour le coup pour que les victimes puissent se rendre compte qu'elles sont victimes ou pour savoir comment est-ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir. Et ce qui est exacerbé, c'est mais justement, ça va être ça, ça va être ce phénomène, enfin, ouais, cette sensation et cette impression d'isolement, isolement bah, familial, forcément, par rapport des choses, hein, on habite loin de chez soi, isolement du réseau amical et pour peu qu'on soit dans un couple où bah, le conjoint justement met en place des mécanismes extrêmement coercitifs, du contrôle coercitif extrêmement fort, la victime qui va se retrouver complètement isolée déjà initialement de son cercle d'amis initial et familial va avoir du mal à se refaire un cercle d'amis, à ressortir, à retrouver d'autres personnes. Donc, pour le coup, pour en parler, ça va être plus compliqué. Euh, et puis, dans les violences psychologiques qui vont aller avec ça, donc il n'y a pas que les violences physiques, il y a aussi énormément de violences psychologiques, mais en expatriation, on voit aussi énormément de violences économiques et de violences administratives. Violence économique, ça veut dire que quand on arrive en expatriation, 80% des conjoints suiveurs, ce qu'on appelle les conjoints suiveurs dans le groupe nous, d'expats, 80% des conjoints suiveurs sont les femmes. Euh, dans les couples où tout se passe bien, des couples sains, on va dire, les familles saines, le fait d'être conjoint suiveur, c'est pas grave en soi. Ça va être une remise en soi, une remise, voilà, une question de plein de choses. Il va falloir se repositionner dans son couple, dans sa famille, etc. Mais quand il y a en plus des violences conjugales, le fait d'être conjoint suiveur, ça va compliquer encore plus les choses. Parce que pour le coup, pour ouvrir un compte bancaire, il faut l'accord de monsieur. Pour travailler souvent, il faut l'accord de monsieur, en fonction des pays du monde dans lequel on se trouve. Euh, le visa, par exemple, il peut être enrôlé, il peut être tenu avec le visa du conjoint à l'origine de l'expatriation. Euh, et tout ça, le conjoint, en tout cas l'auteur de violence conjugale, le sait. Il va mettre en place des mécanismes pour encore plus garder sous son emprise sa victime et elle devra justifier du moindre centime dépensé voilà, en gardant les tickets de carte bleue, en montrant les tickets de carte bleue, en demandant à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose pour elle ou pour ses enfants.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les violences économiques et les violences administratives. Évidemment, pour pas qu'elle parte, pour pas qu'elle puisse faire les démarches de son côté, le conjoint auteur va garder les documents administratifs, c'est-à-dire livret de famille, les green cards, les passeports, les visas, etc. Il va garder tout ça et elle n'aura accès à rien du tout. Donc, Ouais, donc c'est vraiment une situation qui est assez vulnérable parce que Mm. la personne est isolée et en fait assez dépendante du conjoint qui a initié le déménagement et donc ça devient particulièrement difficile. Et dans votre expérience, quelles sont les barrières principales auxquelles ces victimes font face quand elles essayent justement de signaler les violences conjugales? La première barrière, ça va être la langue. Oui, Euh, la langue parce que c'est pas facile de parler des sentiments personnels qu'on ressent dans une langue qui n'est pas la sienne. sûr. Autre barrière, ça va être la peur de ne pas être cru. La Mm. peur de ne pas être cru parce que souvent, l'auteur de violence conjugale en public, c'est quelqu'un de charmant. Mhm. On ne peut pas le soupçonner d'être comme ça après en public, en privé, je veux dire, dans son contexte à lui familial. Donc ça va être ça va être non, mais quand même, comment, c'est pas possible et on va pas me croire à moi. Moi, je travaille pas, moi, je sais rien faire, moi, voilà. Alors que lui, il est bien placé, c'est grâce à lui qu'on est là. Donc ça va être la peur vraiment qu'on ne croit pas, qu'on ne la croit pas. D'accord. Et ce que va aussi mettre beaucoup en avant les conjoints, c'est que si jamais tu parles, on va dire, on va pas te croire, moi je connais plus de monde que toi, donc ça va être compliqué pour toi, mais en plus si tu pars, mais qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Tu n'as pas d'argent pour vivre toute seule, du coup je vais garder les enfants, donc il y a un petit chantage aussi sur les enfants. Voilà, ça c'est vraiment Ouais. une des barrières principales qu'on peut rencontrer. Ouais. Je peux imaginer que cette peur de ne pas être crue, elle existe, qu'on soit en expatriation ou pas. Mais c'est vrai qu'en expatriation, on ne comprend pas forcément la culture locale. On ne sait pas forcément quel type de réception on va avoir, si on va voir la police ou si on va voir un avocat. Et donc, les différences culturelles et juridiques entre le pays d'origine et le pays d'expatriation, elles sont quand même, elles jouent un grand rôle finalement dans cette relation. Il y a des pays extrêmement patriarcaux encore, où le rôle du père ou le rôle de l'homme est complètement différent du rôle que nous, que l'image, en tout cas, de l'homme en France. Donc, dans certains pays, les violences conjugales sont pas aussi reconnues qu'en France. Voilà, les violences économiques ne sont même pas reconnues. Dans certains pays, les viols entre époux, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout ça qui fait aussi que le choc culturel peut être compliqué aussi et ça fait partie aussi des barrières, effectivement. Du coup, en termes de soutien disponible spécifiquement pour les personnes dans ce genre de situation, est-ce qu'il existe d'autres sources? On a parlé de Save You, mais est-ce qu'il y a d'autres sources de soutien qui existent ou qui devraient exister justement pour pouvoir soutenir les expatriés dans ce genre de contexte? Il y a beaucoup d'associations locales en fonction, et après il faut chercher, mais il y a beaucoup d'associations locales qui existent quand même, hein. Voilà. Avant de faire partie de Save You, et quand j'étais à Los Angeles, partie du réseau Main dans la main, qui a été créé à San Francisco et qui après, moi j'ai ouvert sur Los Angeles. C'était pas spécifiquement pour les victimes de violences conjugales, c'est pour tous les Français, voilà, en situation, en demande en tout cas de quelque chose. Il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a aux Pays-Bas. Bon, voilà, je travaille avec plusieurs autres associations. Mais quand on est soi-même en prise avec les violences conjugales et qu'on veut s'en sortir, c'est pas forcément facile de trouver, de faire les recherches sur Internet et de trouver les bons interlocuteurs. Euh, Nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est que le premier interlocuteur, quand même, pour les victimes de violences conjugales qui veulent en parler, qui veulent trouver des solutions, c'est aller au consulat, aller aux ambassades, demander à rencontrer quelqu'un du service social. Euh, Nous, Savio, on est référencé sur toutes les ambassades et consulats de France partout dans le monde. Donc, forcément, si vous y allez, même si le consul, la personne qui vous reçoit au consulat ne va pas dire allez voir Savio, on est référencé sur le site internet du consulat. Mais voilà, maintenant, ça devient un peu plus dans les mœurs de dire vous avez pensé à prendre contact avec Savio. Mais il y a aussi toutes ces associations qui sont affiliées à tous les consulats et ambassades. Donc, on peut aussi les orienter comme ça. Mm. D'accord. Et donc, du coup, de trouver des associations locales, c'est aussi une étape supplémentaire ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous les aidez? Comment ça se passe? Oui, oui, on les aide effectivement là-dessus aussi parce que de toute manière, qui mieux que les associations locales connaissent le droit local, connaissent voilà, Absolument. euh, tout le système, le réseau local d'accompagnement, ce sont les associations qui sont sur place depuis longtemps, etc. Alors, quand il n'y a pas la barrière de la langue,
ça peut être un très bon levier pour aider les victimes à s'en sortir. Voilà. Et puis même s'il y a cette barrière de la langue, et bien, si besoin, on essaie de trouver des interprètes, des personnes qui peuvent accompagner, des personnes de confiance, etc., quoi. Très bien. Et est-ce que vous aidez les gens à trouver un endroit sécurisé pour se cacher ou s'isoler de la personne qui les tourmente? Alors, via The Sorority, quand les personnes demandent à rentrer en France, effectivement, on peut lancer une alerte en disant voilà, qu'on cherche un hébergement. On est partenaire avec un abri qui sauve des vies. Donc, il y a des personnes qui proposent des hébergements à la nuitée, à la semaine, un canapé, une chambre d'amis, n'importe. Voilà. Sur SaveYou, pour l'instant, on ne le fait pas encore. Parce qu'on est partout dans le monde. Donc, après, c'est compliqué de sécuriser tout ça. Mais ouais, quand la personne rentre en France, ça, c'est possible, effectivement. Ouais. Ça va, ça va. Mm. Donc, juste pour conclure, j'aime bien toujours résumer à la fin de mes podcasts. Si vous aviez trois conseils à donner à quelqu'un qui est victime de violences conjugales en expatriation, qu'est-ce que ça serait? La première, pour une personne victime de violence, c'est vraiment en parler. Ne pas, voilà, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, qu'on a peur de ne pas être cru, etc. Mais essayer d'en parler au moins à quelqu'un, une personne de confiance, une personne professionnelle, ça serait encore mieux. En tout cas, en parler, parce que le fait d'en parler, ça va permettre, même pour la personne, hein, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'elle vit, à se rendre compte que ce qu'elle vit, c'est pas elle qui a une mauvaise réaction, c'est pas elle qui réagit mal, c'est ce qu'elle vit qui est pas normal, c'est pas elle qui est pas normale, et voilà, essayer de remettre les choses dans leur contexte. Euh, Deuxième recommandation, je sais pas, conseil, recommandation, en dehors de toute notion de danger. euh, un départ, si on vraiment veut partir parce qu'il y a vraiment de la violence, un départ, ça se prépare. Ça se prépare parce qu'il faut réunir les documents administratifs, il faut savoir où aller, comme on disait, voilà, il faut avoir un logement en urgence ou pas, mais il faut savoir où aller, il faut savoir comment y aller, il faut avoir les bons documents administratifs pour pouvoir partir, surtout sur un des enfants. Ouais. Euh, voilà, donc ça se prépare, mais enfin, en dehors de toute notion vraiment de danger. Et troisième conseil, c'est peut-être plus pour les personnes qui suspectent ou qui peuvent recevoir des premières paroles de victimes, c'est vraiment le plus possible essayer de vous former. Et c'est peut-être la demande principale, hein, que je fais à chaque fois de ce genre de podcast et d'intervention. C'est si voilà, les professionnels des consulats, des ambassades, etc., euh, pouvaient être encore plus formés sur ce que sont les violences conjugales réellement. Et puis, si tout le monde pouvait être sensibilisé un peu plus largement et ouvertement sur ce que sont les violences conjugales, bah, ce serait super parce que quand on reçoit une parole de victime, quand on est professionnel, bon, bah, on est dans ce cadre professionnel, c'est facile, entre guillemets, il faut savoir quand même ce que c'est et comment orienter. Mais quand on n'est pas professionnel, je dis n'importe quoi, quand c'est une personne d'une association de Français à l'étranger, peut-être une personne du réseau FIAF ou quelque chose comme ça, les accueille, euh, quand on reçoit cette parole de victime, bah, c'est pas facile quand on n'est pas du tout formé, quand on ne connaît pas, et il faut pas, il y a des mots à pas dire, des phrases et des choses à ne pas dire quand même pour que la personne victime ne se bloque pas, ne se referme pas. Il faut savoir respecter la temporalité de la victime, et quand on ne connaît pas, bah, c'est pas facile de le comprendre. Voilà. À votre point avant, on fait que les victimes ont peur de ne pas être crues. Ils ont l'impression de ne pas être reçus avec une oreille prête à écouter, ça doit être très difficile et il y a un risque que du coup, ils ne desservent pas leur situation, Exactement. ils ne demandent pas d'aide. Eh ben, merci beaucoup Sandrine, c'était très intéressant. Je vais mettre les coordonnées pour la plateforme SaveYou dans les informations du podcast. Donc s'il y a des gens qui veulent vous contacter comme ça, ils sauront comment. Et c'était très intéressant de parler de ça avec vous et merci d'avoir partagé toutes vos connaissances avec nous. Merci beaucoup, de m'avoir invité.